Bienvenue dans le second atelier Campus Proche et Moyen-Orient. Nous allons aborder un des enjeux du réchauffement climatique qui touche le Moyen-Orient. Donc, ce réchauffement climatique impose au Moyen-Orient et ses pays de développer de nouvelles démarches et de les accélérer pour sécuriser leur sécurité alimentaire. Alors, les déserts d'Orient semblent défier pourtant tout développement agricole. Donc on va répondre à une question et on se demande aujourd'hui comment ces pays sont capables et comment pouvons-nous transformer ces déserts arides en terres fertiles, capables de nourrir des populations locales, mais bien plus encore. Nous accueillons aujourd'hui Véronique Priour pour répondre à cette question. Véronique Priour, directrice du bureau Turquie et coordinatrice de la filière Agri-Agro Moyen-Orient chez Business France. Je te laisse la parole. Merci Inès, et pour l'invitation et pour l'introduction. Alors effectivement, je ne suis pas directrice du pôle Agri-Agro, mais je suis coordinatrice. Et coordonner, ça veut dire coordonner des équipes, et une partie est là ce matin. Donc il y a Romain Guizard, qui est le directeur du bureau du Caire, donc en Égypte. Ayoub Ounès, qui est chargé du pôle Agri-Agro à Dubaï. Julien, qui n'est plus en Égypte, mais qui a été pendant 2 ans aussi en charge du pôle Agri-Agro au Caire, et avec lequel nous avons fait, et avec BPI d'ailleurs, une très belle mission sur le sujet il y a juste 1 an, en fait. Donc ils pourront répondre à vos questions. Donc effectivement, la question c'est est-ce possible de faire des oasis dans le désert? Alors je vais tout de suite spoiler l'épisode. Oui, c'est possible, évidemment. Il y en a déjà. Évidemment, il y a les oasis traditionnelles, on a tous en tête avec les palmiers, etc. Mais aussi, et c'est bien le sujet, il y a des oasis artificielles. Donc la vraie question, elle n'est pas là, en fait. La vraie question, c'est pourquoi on aurait besoin de faire des oasis traditionnelles, et surtout comment. Et dans le comment, il y a à quel coût. Et dans le coût, il y a à quel coût financier, à quel coût environnemental, à quel coût politique. Donc voilà, on a une quarantaine moi j'ai une quinzaine de minutes, et l'idée c'est, et je ne vous connais pas, mais vous avez sans doute, certains d'entre vous, des expériences sur le sujet, c'est d'échanger ensemble un peu et de brainstormer et d'échanger des expériences sur le sujet. Alors la première question, c'est pourquoi. Il suffit de regarder la carte. Le Proche et Moyen-Orient, c'est la région du monde la plus aride. C'est quasiment que du désert. La plupart des pays, c'est que ça. L'Arabie Saoudite, il n'y a que 2% de surface utile agricole. L'Égypte aussi, à part la bande du Nil, où se regroupe la population, et pour l'instant la plupart des cultures, c'est vraiment du sable, de la chaleur et très peu d'eau. Donc la première réponse au pourquoi, évidemment, elle est celle-là. La deuxième, c'est qu'en plus, ce sont des pays avec des populations importantes. Pour rappel, l'Égypte, c'est 104 millions d'habitants. L'Arabie Saoudite, c'est 36 millions. Et on a sur Koweït... alors j'ai peut-être dû commencer par ça, effectivement. La région PMO Business France, ça va de la Turquie. Donc moi, je suis la directrice du bureau Business France en Turquie. On passe par Israël, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït et Qatar. Donc des pays dans lesquels on a tous des bureaux, et on couvre la région qui inclut effectivement Oman, Jordanie, etc. Donc des pays peuplés. Je ne vais pas tellement parler de la Turquie d'ailleurs ce matin, qui est un des grands pays de la zone aussi, 85 millions d'habitants, qui n'est pas un pays désertique proprement dit, même s'il y a des questions de stress hydrique, notamment dans le sud-est du pays. Pour se concentrer plus sur la partie vraiment Golfe et Égypte, là où on a du sable et des populations importantes. Au-delà des populations, et c'est un sujet qui a été évoqué rapidement tout à l'heure, c'est des pays qui sont des pays touristiques ou qui veulent développer le tourisme. La Turquie, c'est la 4e ou 5e destination touristique. L'Égypte, grand pays de tourisme, et l'Arabie Saoudite, on le sait tous, veut devenir aussi une grande destination touristique. Donc, qui dit des touristes, de la population, c'est aussi effectivement des gens qui doivent s'alimenter lorsqu'ils viennent dans le pays. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, gros population et très peu de surface qui peuvent être exploitées de façon agricole, le résultat, on le sait tous, c'est des pays qui sont importateurs
net est fortement importateur de produits alimentaires. Sur la zone, aujourd'hui, Émirats Arabes Unis, c'est 87% de produits alimentaires importés. L'Arabie Saoudite, c'est à peu près pareil, autour de 80%. L'Égypte, sur la zone, est un grand pays agricole, mais c'est un importateur net, une balance commerciale difficile. Le seul pays qui a une balance commerciale alimentaire positive, c'est la Turquie. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'en partage, parce qu'on est moins concerné. Donc l'idée, et là c'est le mot-clé en fait, c'est sécurité alimentaire, le mot que tu as employé. C'est comment on se détache de cette dépendance aux importations. Non seulement parce que, évidemment, ça coûte des devises, c'est pas trop le sujet pour une partie des pays, sauf peut-être pour l'Égypte, sûrement pour l'Égypte d'ailleurs. Mais c'est qu'on l'a bien vu, entre le Covid, la guerre en Ukraine, les ruptures de chaînes d'approvisionnement, je ne parle pas des problèmes politiques, je ne sais pas si vous vous rappelez quelques années quand le Qatar a été complètement isolé par ses voisins. Il y avait la Turquie a fait un pont aérien pour apporter de la nourriture au Qatar. Donc bref, ils sont vraiment le sujet actuel de tous ces pays, c'est leur sécurité alimentaire. Donc en fait, ils ont mis en place c'est pas nouveau, des politiques différentes, enfin différentes stratégies qui ne sont pas exclusives les unes des autres, mais qui sont au contraire complémentaires. La première, c'est de sécuriser les achats à l'étranger. Sécuriser les achats, ça veut dire faire des contrats de longue durée avec des fournisseurs, voire prendre des parts dans le capital de ces fournisseurs, voire acheter des sociétés à l'étranger. Et donc les grands gagnants à ce jour-là, en tout cas les plus actifs sur le sujet, c'est les Qataris, les Émiratis et les Saoudiens. Alors j'ai relevé quelques exemples, il y en a encore des récents. L'Arabie Saoudite achetait producteurs de poulet au Brésil, ils ont sécurisé fournisseurs de blé en Ukraine, bon ça c'était avant la guerre. Les Émirats Arabes Unis ont acheté des terres au Mozambique et dans les Balkans, et le Qatar a acheté des fermes en Australie. Je cite ces exemples, et les Saoudiens viennent d'investir aussi dans une société singapourienne qui fabrique du riz. Donc il y a vraiment une volonté d'aller acheter, y compris à l'autre bout du monde, des terres, des exploitations agricoles pour sécuriser ces achats alimentaires. Donc ça, c'est la première partie. Il n'empêche que, bon, on peut les sécuriser, mais n'empêche qu'il faut quand même continuer à les faire venir, et on revient sur les ruptures potentielles de chaînes d'approvisionnement quand il y a des problèmes. Donc il faut effectivement essayer d'accroître, autant que faire se peut, la production locale. Et c'est là qu'on en arrive au comment. Comment on a fait jusqu'à présent et comment ça peut aller en s'améliorant. Là, le sujet, c'est effectivement la tech. L'agtech, on va beaucoup en parler. Parce que quand on part de zéro, on essaye effectivement de prendre et de développer au maximum toutes les technologies qu'on peut trouver sous la main. À noter que, et j'y reviendrai, en local aussi, il y a une vraie recherche sur le sujet. Ce n'est pas que des technologies importées ou des technologies qu'on développe en partenariat. Il y a des universités, notamment celle en Arabie Saoudite, le Coast, KA pour Kingdom of Arabian et UST pour l'Université des sciences et de la technologie, qui sont très en amont sur ce sujet. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel ils travaillent sur le fond et avec une vraie vision 2022, essayant d'intégrer, enfin la fin du mois, il y a un forum agricole en Arabie Saoudite. Il faut voir le programme, c'est de la science-fiction. On parle que d'intelligence artificielle, de drones et de robots dans l'agriculture. Donc vraiment, ils sont à la recherche c'est une question à venir. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que société, vous, en tant que société française, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider? C'est vraiment, si vous avez des solutions innovantes, c'est vraiment, effectivement, de place to be. Des solutions innovantes et qui ont déjà fait leur proof of concept. Ils sont un peu frileux sur ça, effectivement, en très early stage. C'est bien d'avoir quand même déjà quelques clients, quelques produits développés quelque part. Donc je passe sur les oasis traditionnelles qui existent, qui sont souvent consacrées quand même à des cultures comme la luzerne pour la nutrition animale, ou des légumes, courgettes, tomates, évidemment les dattes qui est le fruit emblématique de toutes ces régions. Les véritables solutions en Arabie Saoudite, il y a aussi des grandes oasis
dans les régions où les sols peuvent être assez fertiles et où surtout la nappe phréatique est assez élevée, mais elles ne sont pas très nombreuses. Donc pour l'instant, à ce stade-là, dans la région, les sujets, c'est les serres, donc en plein sol, et les serres, les fermes verticales, que ce soit en hydroponie. Alors, une fois de plus, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas ce que c'est l'hydroponie, c'est la culture donc sans terre, mais avec une utilisation d'eau. Les racines des plantes sont dans l'eau. L'hydroponie, on y reviendra. Les limites, c'est qu'on ne peut pas tout faire en hydroponie. C'est très limité à des cultures type tomates, fruits rouges, salades, petits pois, enfin petites plantes. On ne peut pas avoir du blé, en tout cas ce jour, de blé, de soja ou autre maïs en hydroponie. Et les fermes verticales, c'est souvent, quasiment que des fermes indoor. Donc comme leur nom l'indique, avec des plantations et des tunnels qui peuvent aller vraiment très très haut. Et où tous les paramètres sont contrôlés. La température, l'humidité, les paramètres dans la terre, on vient de la terre. Pas plus tard qu'hier d'ailleurs, j'étais près de Rungis, il y a une société française qui développe d'une ferme qui s'appelle Bubble Tech, des fermes verticales avec de la terre mais hors sol. Donc vraiment les plantes sont dans les terreaux, ce qui permet et on a vu, il y a des pastèques, des céréales, etc. Mais l'idée générale, outre la verticalité, donc on est sur moins d'utilisation des sols, on est dans le contrôle total de tous les paramètres. Donc là, et effectivement aussi beaucoup de tech. Les Émirats arabes unis misent beaucoup sur ça, sur les fermes verticales. Et je ne sais pas si tu l'as visité, Ayoub, mais apparemment la plus grande ferme verticale au monde est à Dubaï. Ouais. Et c'est une JV entre les Émirats et une société américaine qui est très connue, qui s'appelle Crop One. Alors, on revient d'ailleurs dans l'atelier précédent, quelqu'un disait que c'est une région où le monde les entreprises anglo-saxonnes sont très présentes. C'est vrai. Dans pratiquement tous les exemples que je vais citer, c'est des Américains, des Anglais, sauf les Hollandais. Et ça, c'est assez frappant de voir l'approche très pragmatique, notamment des Saoudiens sur le sujet, où en gros ils se sont dit quel est le pays au monde où il y a une forte production agricole et où ils ont des contraintes géographiques très importantes. Et évidemment, la réponse, c'est les Pays-Bas. Qui est le deuxième, un des plus grands, je crois, exportateur mondial de produits alimentaires et qui est dans un environnement contraint par l'espace. Donc sur les serres, les Hollandais sont très présents, notamment en Arabie Saoudite. Et là, c'est sorti, moi j'ai vu l'info en août dernier, ils ont je parle de l'Arabie Saoudite, conclu un gros contrat. Donc je pense que vous avez tous entendu parler de ce projet NEOM en Arabie Saoudite, c'est-à-dire de créer from scratch, c'est-à-dire de zéro dans le désert, près de la mer Rouge, une cité nouvelle qui s'appelle NEOM et qui sera la cité du 22e ou du 23e siècle, complètement intelligente. Et c'est un projet à 500 milliards de dollars. Et sur la partie agro, ils viennent de signer un contrat avec une société hollandaise pour 120 millions de dollars pour créer des serres, justement, dans le cadre du projet NEOM. Donc, j'ai beaucoup parlé de l'Émirat arabe unis. Alors, du coup, j'ai beaucoup parlé et j'ai oublié de passer les photos. Alors, j'ai fait que visuel Et justement, je voulais parler d'Égypte. Je vais revenir après parce qu'on est sur le comment, mais il va falloir. Je vais finir en parlant de l'eau parce que le gros sujet, c'est effectivement l'eau. Donc les arrivées d'eau, les déviations d'eau du Nil dans le désert. La photo, là, c'est une photo perso. Je ne sais pas si Julien, tu te reconnais pas. Avec nos amis de Pépi, une belle délégation d'entreprise, il y a un an, on était justement dans le désert, dans une oasis artificielle. Donc ça, c'est des serres, c'est pas du verre, et des entreprises françaises. Et alors le sujet est là, c'est une petite pour alimenter la réflexion sur le comment et à quel coût. Donc le gouvernement, l'État égyptien, qui est donc un importateur net de produits agricoles, a alloué à des entreprises privées égyptiennes des terrains dans le désert. Donc c'est dans une région, quand on regarde la carte, au sud-ouest du Caire, à environ 2 heures. C'est paumé, nous on avait mis 3 heures, mais c'est environ 2 heures du Caire. Et où véritablement, dans le désert, sur le sable, poussent des petites tomates, de la salade, des petits pois et beaucoup de fruits rouges, donc des mûres, des groseilles, etc.
Et tout ça, c'est pour partir à l'export. 100% de la production est exportée. Et principalement, notamment dans les grandes chaînes au Royaume-Uni. Donc pour que des Anglais au milieu de l'hiver puissent manger des raspberries, des mulberries, etc., ces serres ont été faites. Mais comment elles ont été faites? Parce qu'on est très loin du Nil. On n'est plus dans la vallée du Nil. Donc en fait, ils ont creusé à moins 100 mètres et plus de moins 100 mètres dans le sol pour aller puiser dans la nappe phréatique. Donc, je n'ai pas la réponse. Mais à terme, est-ce que c'est... quelle est véritablement... Ça ramène des devises, mais est-ce que c'est durable? J'ai pas en tout cas, et c'est là où les technologies françaises sont importantes, c'est à toute la question autour de l'utilisation de ces eaux. Donc c'est du goutte à goutte, on mettrait, etc. Mais toutes les technologies qui vont pouvoir permettre de monitorer cette production, d'utiliser le moins d'eau possible, voire de la réutiliser, sont évidemment les bienvenus. Comme c'est du plein champ, il y a aussi du plein sable, si on peut dire. Il y a aussi effectivement des problèmes d'insectes. Donc quelle utilisation on fait de pesticides éventuels. Et là, il y avait dans la délégation d'ailleurs des entreprises françaises qui faisaient du bio. Donc ça, c'était sur la partie Égypte. Je passe sur la partie Turquie-Israël, mais je vais y revenir. Donc je parlais de la plus grande ferme verticale du monde aux Émirats Arabes Unis. Là, vous avez des photos. À côté, il y a des photos, c'est des vaches aussi. 24 heures sur 24, 365 jours par an, des vaches sous air conditionné, des vaches laitières. Et donc je voulais parler de cette photo que je pense qu'on avait tous en Arabie Saoudite à l'époque, ces cercles verts au milieu du désert. Et quand on regarde Google Maps et qu'on zoome, on voit dans certaines régions de l'Arabie Saoudite encore. Et ça, c'est très intéressant. Ça nous vient pour alimenter cette discussion qu'on pourra avoir sur le comment et le coût, tout étant une question évidemment de risque-bénéfice. J'ai découvert au début des années 90, l'Arabie Saoudite était le 6e exportateur mondial de blé dur. On vous le demanderait dans un quiz, je ne sais pas si beaucoup de gens auraient la réponse. Et pourquoi? Parce qu'en fait, justement, il n'y avait pas de culture de blé. Ils ont développé donc, ces fermes circulaires avec des pulvérisateurs au centre qui alimentaient en permanence, qui irriguaient ces cercles verts avec des arroseurs automatiques. Et en fait, comme la production s'est retrouvée supérieure aux besoins, ils sont devenus exportateurs. Sauf qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de surexploiter et d'épuiser la ressource en eau, parce que pour faire jaillir de l'eau comme ça dans le désert, pour alimenter des serres, il faut aller quand même puiser assez haut. Et qu'à un moment, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils utilisaient en gros 80% de leur eau souterraine, et qu'in fine, ça ne servait qu'à alimenter, ça représentait que 20% de la production agro. Donc ils ont arrêté et ils ont même interdit de le faire. Et donc c'est un bon... Et donc là, ils continuent à importer du blé. Et donc là, pour finir, et c'était effectivement là... Je ne sais pas où j'en suis d'ailleurs, parce que je vois moins 26, j'avais 15 minutes. Bon, bref, je finis sur l'eau, oui, vous avez parce que c'est ça, effectivement, entre autres. Il y a techno et il y a l'eau, mais aussi la technologie dans l'eau, c'est quand même effectivement le sujet, c'est où on trouve. Parce que dans tout, même si elle est de moins en moins, avec les nouvelles technologies, l'idée c'est d'utiliser de moins en moins l'eau. On en a quand même besoin pour faire ces oasis artificielles, que ce soit les fermes verticales, l'hydroponie, j'en parle pas, et les serres aussi. Donc la question c'est comment trouver l'eau, comment la recycler, comment la consommer de façon durable. Et là, alors, je ne vais pas faire un inventaire des technologies parce qu'en plus il ne serait pas exhaustif. Il a, outre aller chercher dans la nappe phréatique, à détourner des rivières qu'il y en a, mais il n'y a pas de rivière sauf en Égypte et en Turquie. Mais là, on retrouve aussi, mais je ne vais pas le développer, le problème géopolitique de l'eau, les grands... ce que vous voyez ici en Turquie, c'est dans le sud-est, c'est le grand projet GAP qui a consisté à détourner l'eau du Tigre et de l'Euphrate, dont la source est en Turquie, pour alimenter les terres agricoles. Mais du coup, les pays en amont, en aval, Syrie, Irak, se sont retrouvés avec des problèmes d'approvisionnement dans l'eau. Il y a eu une même histoire en Égypte, où là c'est l'inverse, la source du Nil n'est pas en Égypte,
c'est Soudan ou Éthiopie, je ne sais plus, en Éthiopie. Et donc, quand ils ont fait des barrages, aussi, problème d'arrivée de l'eau. Donc, on ne va pas développer ce problème de la géopolitique de l'eau, mais c'est aussi un sujet dans certains pays de la zone. Peut-être parler de la désalinisation. Parce que c'est donc la plus grande, on est dans une région, sur des sujets, on est sur souvent la plus grande usine de désalinisation, c'est en Arabie Saoudite, d'ailleurs avec des technologies françaises, c'est Veolia, Suez et ENGIE c'est à Marafik. La question de la désalinisation, d'ailleurs on en a parlé avec le problème, c'est que c'est très énergivore. Et c'est très émissif de gaz à effet de serre. Et j'en parlais justement avec l'AFD. Pour l'instant, on n'a pas trop fini. Ils sont sur un sujet à Gaza pour désaliniser, sur un projet de dessalement. Eux, mais ils s'y préparent parce que c'est un sujet qui monte et sur lequel ils vont avoir de plus en plus de demandes. Ils pourraient à terme le financer si ça s'inscrit vraiment dans une politique globale de l'eau. Si elle est produite, les centrales utilisent sinon du thermique, au moins un mix avec des énergies renouvelables. Donc le sujet actuellement sur la désalinisation, un des sujets, c'est de faire des panneaux photovoltaïques pour alimenter les centrales en énergie solaire. Ça, c'est quelque chose de jouable dans la région. Et l'autre sujet, c'est les rejets. Parce qu'une fois qu'on a désalinisé l'eau, ce qui reste, c'est la saumure. Et quand on rejette ça dans la mer, ça fait monter le taux de salinisation de la mer. Et ça crée d'autres problèmes, etc. Donc il y a vraiment autour de la technologie du dessalement encore des progrès à faire pour aller vers une technologie plus durable et plus plus safe, plus sûre pour l'environnement. Mais c'est un sujet qui monte. Il y a d'autres sujets comme capter l'humidité dans l'air. La start-up française dont je vous parlais hier, qui est sur les bubble tech, donc ces grands tunnels où, un peu en permaculture, parce qu'il y avait d'ailleurs des glaïeuls qui poussaient à côté des tomates et du basilic, un peu plus loin du maïs. C'est de... pourquoi je disais ça c'est de capter, voilà, il me dit, moi, 40% d'humidité dans le désert, ça me suffit. Je peux utiliser, la technique existe pour capter cette eau et l'utiliser. Il y a aussi capter les brumes qui sortent de la mer. Je parlais ce matin avec mon collègue en Arabie Saoudite qui me disait qu'ils avaient fait une tentative pour faire tomber la pluie. Et je lui dis, mais d'où ça vient la pluie, il n'y a pas de nuages. Mais à un moment donné, près de la mer Rouge, il y a une période où les nuages passent. Ils ont réussi, ça tombait pendant le ramadan, m'a-t-il dit, à faire tomber un petit peu de pluie. Donc toutes ces techniques autour de l'eau, ces nouvelles technologies autour de l'eau, c'est vraiment le sujet central presque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, on retrouve des technologies et je reviens à mon slide d'avant. J'ai pas beaucoup parlé d'Israël, qui est un plus petit pays, mais aussi en stress hydrique. En Israël, ils ont tout un programme qui s'appelle Desert Tech. On sait, la Startup Nation de la zone, mais pas que de la zone, c'est Israël. Et ils sont très en avance de phase sur toutes ces techniques autour de faire des oasis dans des déserts, le traitement de l'eau, etc. Et une des sociétés les plus actives dans la région, c'est une société dans le dessalement, c'est une société israélienne qui s'appelle I2 Technologies. Mais aussi, il y a des acteurs locaux. Je parlais de la recherche locale et de la volonté de développer aussi en JV ou tout seul ses propres technologies. Il y a une société aux Émirats Arabes Unis qui s'appelle Melito, qui travaille sur le dessalement. Et en Arabie Saoudite, Advanced Water Technology. Donc voilà, c'est rapidement, je ne sais pas si je suis dans les temps ou pas. Merci. Bon, il y a plein d'autres exemples, je ne vais pas vous citer, ça sera peut-être l'objet des questions à venir. Merci. Si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas. Oui. Bonjour, rebonjour. Genre, juste un mot, je vais être rapide. Vous n'avez pas parlé du solaire en fait. Quid du solaire dans ces régions? Oui, c'est vrai que le sujet c'est agro. Oui, tout à fait. Merci. J'en ai parlé sur les dessalements, effectivement. L'idée c'est d'utiliser. Alors, sur les fermes verticales, où là, parce que comme c'est indoor, effectivement, les plantations ne voient pas le soleil, c'est des LED dans la plupart. Donc l'idée, et certaines le sont déjà, je ne sais pas si c'est le cas à Dubaï, c'est d'alimenter
la lumière via des LED avec les panneaux solaires sur le toit. Mais oui, vous avez raison, c'est effectivement une des sources durables qui devra être utilisée. Dans toutes ces technologies, on a à un moment donné besoin d'électricité. Et je ne parle pas de la climatisation pour ces exploitations agricoles avec des vaches sous air climatisé toute l'année. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être que Véronique, on peut prendre le temps de développer un autre sujet. Si tu peux nous parler un peu plus de comment sont financés ces projets, que ce soit au niveau public ou privé. Alors, le financement, alors, là, on a beaucoup parlé Émirats Arabes Unis. Je serais peut-être parler sur l'Égypte, où il y a des sociétés privées. D'ailleurs, c'est le deal entre l'État et les sociétés privées. C'est les deux, en fait, y compris sur l'Arabie Saoudite, etc. Il y a ce fonds souverain d'Arabie Saoudite qui est dans beaucoup de projets. Mais il y a aussi des grandes entreprises privées, notamment saoudiennes. Là, on faisait un point justement avec mon collègue d'Arabie Saoudite. Il y a un groupe laitier privé saoudien qui s'appelle Nadec, qui est le plus grand groupe laitier, qui a fait une JV avec une société des Émirats Arabes Unis, qui s'appelle Pure Harvest, qui est très présente dans la région, pour produire en Arabie Saoudite, sous serre, des concombres, des tomates. C'est pas c'est des cultures de légumes, avec toujours le sujet goutte à goutte, irrigation contrôlée, etc. C'est un sujet qu'on suit parce que on a des sociétés françaises dans la technologie des serres qui sont très avancées. Je ne vais pas citer leur nom parce que je ne sais pas où on est le stade de la négociation. Mais on a des fournisseurs, des beaux fournisseurs d'équipements français pour les serres. Donc ils sont sur ce type de projet. Sur les sujets avec les sociétés hollandaises, c'est aussi une société privée en Arabie Saoudite qui monte ça. Alors derrière, après, franchement, je ne sais pas si à un moment donné ils sont soutenus financièrement et si les sociétés privées sont si souvent liées quand même à la famille royale, etc. Mais bon, dans les faits, ils ont une façon aussi de fonctionner qui est celle d'entreprises privées. Sur les Émirats Arabes Unis, Ayoub, ou sur l'Égypte, société privée, société publique, quelles vous avez des choses à rajouter? Tu peux répéter la question? Alors la question, c'est Inès qui l'a posée, c'est sur tous ces projets de développement, c'est financé par le public ou par le privé? J'ai répondu pour l'Arabie Saoudite, vas-y pour les Émirats. C'est financé par le public, c'est-à-dire qu'aux Émirats Arabes Unis, on a par exemple un vaste projet lancé par le gouvernement de Dubaï qui s'appelle la Food Tech Valley, qui est là pour attirer les entreprises et les entrepreneurs français de l'agtech. L'objectif, c'est de tripler la production alimentaire sur les prochaines années. Et donc, entreprises françaises, entrepreneurs, dès que vous avez une technologie, vous pouvez aller approcher la Food Tech Valley. C'est à l'instar d'une Silicon Valley, c'est une Silicon Oasis, où vous présentez votre stratégie, où vous attirez votre stratégie, vous présentez votre entreprise auprès du gouvernement de Dubaï directement. Et sur l'Égypte, sans surprise, c'est public. Et les interlocuteurs avec lesquels Julien travaillait jusqu'à cet été sont principalement l'armée. Après, en ce qui concerne le financement, tu l'as évoqué, la mission avec BPI était une très belle mission à refaire. Et puis l'AFD, tu l'as évoqué, Véronique, sur ses solutions, est très présente en Égypte. Donc voilà. Oui, sur la région, l'AFD est présente en Turquie et en Égypte. Et à partir de l'Égypte, elle finance d'autres pays de l'Afrique. Mais bon, sur la zone, des zones très riches, on est quand même dans la zone proche et Moyen-Orient. Il y a le pays avec le PIB le plus élevé par tête d'habitant, le Qatar, plus de 90 000 par exemple, l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc. Donc c'est des pays où effectivement il y a un argent public important. On m'entend? Oui. Oui. Comme disait Romain, voilà, les interlocuteurs principaux en Égypte, ça va être l'armée et le gouvernement égyptien qui, pour des questions de souveraineté alimentaire, boostent un peu tous les investissements. Le rôle de l'AFD également, comme l'a souligné Romain, est relativement important. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un gros projet justement
pour créer le Rungis en Égypte, pour justement garantir la sécurité alimentaire pour, comme l'a dit Véronique, pour les 104 millions d'habitants en Égypte. Donc voilà, il y a plein de projets qui sont montés et si on peut essayer de placer les entreprises françaises, ça serait formidable. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres Des questions? entreprises françaises, il y a dans l'assistance des entreprises françaises qui sont ou sur ce sujet ou déjà présents dans la région qui souhaiteraient faire partager leur expérience. Si vous pouvez pas passer le micro. Merci. Bonjour. Vous avez cité le groupe NADEC en Saoudi. Si le macro fonctionne vraiment, j'ai l'impression. Vous n'avez pas cité le groupe Almaré, qui je crois en Saoudi était en joint venture avec le groupe Danone. Est-ce que vous savez si c'est encore le cas ou... Oui, Almaré, oui. Qui est aussi un des groupes. Et en ce qui concerne l'agroalimentaire, on a toujours l'impression que les Émirats, en fait, sont d'abord un pays importateur, mais il y a aussi des usines qui sont des usines de transformation, puisque j'assurais la direction logistique de 12 usines pour le groupe Algorer que vous devez connaître. Et donc, c'était vraiment de très, très grosses opérations qui alimentaient vraiment la région. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Voilà, simplement. Enfin, ils importent beaucoup. Oui. Mais il y a aussi une petite production locale. Ouais. Mais quelque chose à dire sur la production, c'est un peu pas complètement dans le sujet, mais sur la transformation laitière, les vaches là qui produisent du lait, qui font des yaourts. Sur la production alimentaire, c'est clair qu'il y a un objectif de par le gouvernement de produire localement pour la souveraineté alimentaire. On a par exemple le Gulf Food Manufacturing à la fin du début novembre qui est dans l'objectif justement d'attirer des entreprises d'équipement, d'ingrédients pour justement produire localement. Vous avez cité El Ghourer, mais il y a énormément d'entreprises qui sont présentes maintenant, financées par le gouvernement d'Abu Dhabi, par le gouvernement de Dubaï ou de manière générale avec des fonds privés qui sont là justement pour subvenir à ces besoins en souveraineté alimentaire. Je vais peut-être me permettre de rajouter un point, une pensée à Juan, notre collègue qui est au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il accompagne une dizaine d'acheteurs égyptiens dans le prolongement des actions menées par Julien, parce qu'il y a effectivement un besoin très très fort. Tu as évoqué le sujet relocalisation, j'insiste sur ce point, parce que c'est vrai que ça peut être une opportunité pour les entreprises françaises de bien l'avoir en tête, y compris sur la thématique de ce matin. C'est vraiment un point stratégique et à votre disposition pour plus de précision. Et puis on ne peut que vous encourager à vous rapprocher de vos référents Team France Export pour vous accompagner. Oui, tout à fait, notamment sur tout ce qui est production laitière, mais viande, etc. Et l'expertise française est vraiment la nutrition animale dans toute la région, ça c'est des choses. En Arabie Saoudite aussi. Et sur la chaîne de transformation, comme vous disiez, l'équipement aussi. Alors, on a fait une super mission avec le premier acteur koweïtien qui s'appelle KDD. Qui, alors pareil, c'était facile. Effectivement, la CEO est une femme d'ailleurs. On a tout fait ça sur écran. Avec des façons de fonctionner très, très américaines, très pro. Et ils sont en train de réinvestir dans une extension de leur usine pour produire des yaourts, des produits transformés laitiers. Et ils voulaient vraiment rencontrer la filière française d'équipementiers, qui au-delà de l'équipement, capable effectivement aussi de délivrer une expertise sur la mise en place de la chaîne. Donc, sur ces sujets-là, oui, on a beaucoup parlé des anglo-saxons, un petit peu des Hollandais, des Israéliens, mais il ne faut pas hésiter. Ils sont, effectivement, c'est très pragmatique et ça peut aller assez... Alors pas vite, et quand on est trop en avance de phase sur la technologie, c'est un peu compliqué. Des fois, ils aiment bien où est-ce que vous l'avez vendu, qu'est-ce que vous avez déjà comme client, comme partenaire, plutôt que de se lancer de zéro dans des tests. Aux Émirats Arabes Unis, ils sont très ouverts à la technologie, mais sur certains points, il faut le faire à ses propres coûts. Donc évidemment, tout le monde n'a pas les moyens de le faire, ou de se trouver un partenaire local qui sera convaincu que ça vaut la peine.
Merci beaucoup Véronique. Peut-être juste un mot pour conclure, on a encore un peu le temps. Juste résumer en quelques mots comment les entreprises françaises peuvent, elles, aborder le marché lorsqu'elles disposent de solutions innovantes ou de nouvelles technologies. Alors, vous appelez le bureau Business France, évidemment. Non, mais plaisanterie, mais on est vraiment là pour ça. Et puis, comme vous l'avez vu, on a des chargés d'affaires qui sont spécialisés sectoriels, donc qui connaissent. Donc, il faut venir individuellement. C'est vrai que les missions collectives, qu'elles soient faites en partenariat avec BPI, sont intéressantes parce qu'elles permettent aussi les échanges entre entreprises françaises. Dans une mission collective, il y a toujours des gens qui ont déjà un distributeur dans le pays. C'était le cas de la mission collective BPI. Et parmi les entreprises qui ont participé, il y en a qui ont trouvé un distributeur qui, en fait, est déjà le distributeur d'une entreprise française, qui a pu le conseiller, dire comment fonctionner avec lui, etc. Donc ça, c'est important. Après, effectivement, il y a aussi, comme il y a cette partie expertise et montrer un petit peu ce qu'on a fait, venir en groupe est important. Et puis, il faut passer par des intermédiaires, type Bureau Business France, ambassade, etc., pour rencontrer des centres de technologie, de recherche, se faire connaître. Mais bon, comme vous voyez, on est dans une région du monde où il y a un besoin, on ne va pas revenir dessus, où il y a une vraie volonté et où il y a de l'argent à investir dans ça. Alors c'est vrai que les Américains, les Anglais et les Hollandais sont très présents, mais il y a vraiment des opportunités pour les Français. En Arabie Saoudite, on est aussi quand même très bien passé. Je ne suis pas revenu sur Aloula, mais évidemment aussi le projet Aloula, c'est un projet qui concerne l'agriculture, la production sur place de fruits, de légumes, en plus de ce qu'il y a déjà dans l'oasis naturelle qui existe. Donc il y a et puis ils ont vraiment une vraie. Je citais le COS tout à l'heure, qui est l'université scientifique et technique. Ils ont de la ressource locale en termes de jeunes ingénieurs, etc. Une capacité d'attraction de la ressource extérieure aussi importante. Donc c'est vraiment, quand on est sur l'amont, sur l'aval de ces technologies, de comment produire, et c'est pas simplement produire plus, c'est produire mieux, avec les nouvelles technologies, je vais pas réussir à le dire ça aujourd'hui, qui préservent aussi l'environnement, avec les nouvelles technologies. Vraiment, c'est, à mon avis, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Et finalement, l'accès, alors il y a toujours la durée, il peut y avoir des complications, on parlait des problèmes bancaires dans certains pays, mais il y a vraiment des beaux marchés à prendre lorsqu'on est sur ces sujets. Et en tout cas, on est avec toute l'équipe à votre disposition pour vous y aider, vous y accompagner. Tu veux dire quelque chose, Julien ? Non, je pense que, comme tu l'as bien indiqué, tous ces marchés, il faut faire preuve de pugnacité. Ça peut faire peur. En effet, il y a des problèmes de paiement, de devises, etc. Mais il faut vraiment y aller. Et pour donner un petit exemple, justement, en marge de la mission qu'on a effectuée ensemble en septembre 2022, il y a une entreprise qui, en direct, donc sans importateur-distributeur, a pu faire 5-6 commandes d'un montant total de 680 000 euros. Donc sans agence, c'est quelque chose qui était formidable pour eux, dont 200 000 euros en pure ingénierie. Donc voilà, il faut faire preuve de pugnacité et justement tous les acteurs de la Team France Export sont là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup Véronique. Merci à vos tous. dispositions. Je vous souhaite Merci. une bonne fin de journée à Big. Merci.